Imagine un instant, tu es dans un couloir où tu ne vois presque rien autour de toi et d'un coup, un monstre te traque. C'est exactement le genre de situation qu'on retrouve dans Resident Evil. Mais derrière les monstres et les zombies, il y a une histoire qui dure depuis plus de 25 ans. Resident Evil Requiem arrive le 27 février 2026 et s'annonce plus effrayant que jamais. Revenons alors aux origines. À l'époque, Capcom est connu pour Street Fighter et Mega Man, mais ils veulent créer quelque chose de révolutionnaire. Shinji Mikami s'inspire alors de Sweet Home qui mélange exploration de manoir et puzzle, mais aussi de The Night of the Living Dead de George Romero. Il y apporte sa touche de nouveauté avec des munitions limitées, des caméras fixes et des endroits étroits. Et c'est comme ça qu'en mars 1996 sort le tout premier Resident Evil. L'œuvre séduit immédiatement les joueurs avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Avec ce titre, Capcom invente le survival horror et une saga passionnante qui traverse les générations jusqu'au grand écran. C'est pourquoi il est important de comprendre la chronologie exacte avant Resident Evil Requiem. La saga se base sur une tragédie qui a vraiment existé, la grippe espagnole, qui selon l'Institut Pasteur, spécialisé dans l'étude des maladies et des vaccins, a fait entre 20 et 50 millions de morts. La pandémie provoquait des pneumonies ou des infections bronchiques. En résumé, ça te mettait KO. Notre aventure commence en août 1919 en Europe de l'Est dans un village maudit. Le coin est ravagé par la grippe espagnole et parmi les victimes justement, il y a Eva, la fille de Miranda, une biologiste du village brisée par la mort de sa fille que le village appelle Mère Miranda. À cause de la mort de sa fille, Miranda est à 2 doigts de mourir de chagrin jusqu'à ce qu'elle trouve le Megamycète, un embryon responsable de toute la tragédie de la saga. En rentrant en contact avec lui, elle développe une intelligence hors du commun et découvre qu'il réussit à stocker la mémoire et la conscience de toutes les personnes qui l'ont touché. Elle veut alors ramener sa fille à la vie, mais c'est là que la catastrophe arrive, puisque Miranda développe des pouvoirs surnaturels. Elle peut se transformer en créature, manipuler le magnétisme ou encore changer ses cellules pour prendre l'apparence de n'importe qui. Et elle commence même à tester ses expériences sur le reste du village. Sauf que les effets varient énormément selon les hôtes. Certains meurent sur le champ, d'autres deviennent délicats, alors que d'autres deviennent des sortes de chauves-souris plus connues sous le nom des gargouilles. Par contre, il y a quand même des privilégiés comme Alcina Dimitrescu, une vampire au gros boule qui aime beaucoup le sang, Karl Heisenberg, le maître du métal, Donna Beneviento, une ventriloque, et Salvatore Moro, le seigneur difforme des lacs. Ou encore Ethan Winters, une anomalie à la capacité régénératrice. Quelque temps après, Miranda fait connaissance de Oswald Spencer dans la neige, un biologiste qui lui aussi est obsédé par le Megamycète, mais pas pour les mêmes raisons. Elle veut sauver sa fille, et lui s'en servir pour créer une race supérieure et dominer le monde. Miranda reste alors dans son bled pendant que Spencer retourne en Amérique où il commencera à exploiter les virus. Il réfléchira alors à la création de l'Umbrella Corporation dont le logo est inspiré des 4 enfants de Miranda. À la fin des années 60, Spencer décide de créer son nouveau monde. Et pour y parvenir, il s'associe avec Edward Ashford et James Marcus. Pendant leurs recherches, il découvre en Afrique les Ndipaya, une tribu africaine qui vit dans les grottes du Kijuju depuis le XXe siècle et qui protège la sonotrep, une plante très spéciale capable de développer des aptitudes surhumaines pour les élus. La tribu la garde alors secrète et l'utilise uniquement lors de rituels. Sauf qu'un jour, ils commettent une erreur fatale. Quand Oswald Spencer, Edward Ashford et James Marcus découvrent la plante, ils comprennent d'emblée qu'elle contient un virus qu'ils appelleront le progénitor. Edward Ashford et son fils Alexander font plusieurs tests sous la ville de Raccoon City mais s'aperçoivent que le virus ne fonctionne pas. Edward crée alors le virus T pour rendre les virus compatibles entre eux et saisit l'occasion pour faire quelques tests sur Jessica et sa mère Laura Trevor. Lorsqu'ils comprennent que le virus déclenche des mutations et décuple les capacités. Le problème c'est qu'il a un défaut puisque la mère meurt. Alors en 1968, les trois créent une entreprise pharmaceutique, l'Umbrella Corporation. Mais la société cache en réalité la création et l'exploitation d'armes biologiques. Alors pour éviter de se faire démasquer bêtement, ils dissimulent leurs activités dans le militaire, l'aéronautique ou encore l'informatique. Plusieurs années plus tard, James Marcus expérimente le virus sur des sangsues et va créer une nouvelle formule du virus T. Le problème c'est qu'il se fait trahir par 2 de ses élèves, Albert Wesker et William Birkin, qui le laissent mourir face aux sangsues parce qu'il travaille en réalité pour Spencer. Et entre-temps, la famille Ashford continue ses expériences. Edward meurt contaminé et son fils Alexander prend la relève pour créer le projet Code Veronica. Il en profite également pour créer 2 jumeaux, Alexia et Alfred. Alexia est une surdouée qui veut s'injecter le virus T Veronica pour être plus forte avant de le faire dissoudre dans le monde entier. C'est pourquoi elle décide de se faire congeler à la Captain America pendant 15 ans. Quant à Alfred, il veut se venger de son père lorsqu'il découvre qu'il n'est que le fruit d'une expérience de laboratoire. Il décide alors de l'enfermer pour le faire souffrir, mais son père finira par se transformer à Rockford Island. Et pourtant, c'est loin d'être les seuls secrets d'Umbrella. Du côté des montagnes Arklay, il y a Raccoon City dont je vous parlais tout à l'heure. La ville paraît banale à première vue, mais dépend à 100% d'Umbrella.
Umbrella. L'hôpital, les usines, le laboratoire, le commissariat de police et même le STAR sont des créations d'Umbrella de toutes pièces. Le STAR, Special Tactic and Rescue Services, oui je suis bilingue anglais, c'est l'unité d'élite créée par la police de Raccoon City. Elle n'intervient que dans les situations dangereuses, mais en réalité si elle a été créée c'est pour une raison bien précise. La résistance des soldats est testée face aux armes biologiques pour pouvoir revendre les données. Le STAR est divisé en deux équipes de 6 personnes. L'équipe Alpha, composée de Chris Redfield, Jill Valentine, mon amoureuse de l'époque, Barry Burton, Brad Vickers et leur capitaine Albert Wesker qui joue un triple jeu. Ainsi que l'équipe Bravo composée de Rebecca Chambers, Enrico Marini, Joseph Frost, Kenneth J. Sullivan, Forrest Spire et Edward Wee. À l'exception d'Albert Wesker, le STAR pense servir le peuple sans se douter qu'ils sont manipulés, ce qui les mèneront à un combat qui dure depuis des décennies à cause d'un manque de vigilance. En juillet 1998, dans la région des montagnes Arklay près de Raccoon City, la population a peur à cause d'une série de meurtres. Les habitants parlent de monstres, d'attaques sanglantes et même de disparitions. Alors pour enquêter comme il se doit, la police de Raccoon City fait appel au STAR, et plus précisément à l'équipe Bravo dirigée par Enrico Marini. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Dès leur arrivée sur les lieux, l'équipe subit une panne et l'hélicoptère s'écrase dans la forêt. Par chance, personne ne meurt, mais l'équipe se disperse. Tout le monde commence à fouiller la zone lorsque Rebecca Chambers découvre l'Ecliptic Express, un train immobilisé où tous les passagers sont morts, mis à part quelques-uns qui ont muté à cause des sangsues de Marcus. Rebecca se fait alors prendre au piège mais se fait sauver in extremis par Billy Cohen, un ancien marine en cavale parce qu'il a été trahi par ses supérieurs. Les deux personnages s'allient à travers le train et ensemble ils affrontent des zombies, des chiens infectés et même des sangsues. Sauf que Albert Wesker et William Birkin observent la situation au loin et font repartir le train pour faire disparaître toutes les preuves du virus T. Bande de fils de p***. Heureusement, l'Ecliptic Express finit par s'écraser et après le crash, Rebecca et Billy vont au centre de formation d'Umbrella, sans se douter qu'il s'y cache des horreurs. Le centre autrefois dirigé par Marcus semble abandonné, même s'il y a toujours des infestés comme les Hunters, les Eliminators, les araignées géantes et même des tyrans qui sont des nouveaux prototypes destinés à être vendus au gouvernement. Rebecca comprend alors que le danger ne vient pas seulement des créatures mais aussi de Wesker et Birkin, lorsqu'elle tombe sur Marcus et ses sangsues. Parce que oui, Marcus n'est pas mort. Quand Wesker pensait l'avoir tué, la reine sangsue est rentrée en lui, ce qui lui a permis d'avoir des pouvoirs qu'il dévoilera lorsque Rebecca et Billy l'affrontent avant de s'enfuir de la base. Une fois sortie, Rebecca veut offrir une seconde chance à Billy. Elle décide alors de le déclarer mort dans son rapport. Mais son repos est de courte durée vu qu'elle vient d'apercevoir le manoir Spencer et qu'elle décide de s'y diriger. Ce qui nous mène directement aux origines du chaos. L'équipe Bravo a disparu dans les forêts autour de Raccoon City, alors l'équipe Alpha est envoyée en renfort. Mais la nuit tombe et le drame commence. En fouillant la zone, l'équipe découvre les cadavres de leurs collègues. Mais ils n'ont pas le temps de se reposer puisque des chiens infectés les pourchassent. Ils décident alors de se cacher dans le premier lieu qu'ils trouvent, le manoir Spencer que Rebecca avait aperçu au loin. À l'intérieur, l'ambiance est oppressante, le manoir est hyper silencieux et paraît limite abandonné. Mais lorsque Brad a pris la fuite par peur, Chris disparaît aussi et même Wesker part d'un coup sans prévenir personne. Très bizarre. Et c'est là que d'un coup, les soldats entendent un coup de feu. Jill et Barry vont voir et décident de se séparer pour continuer l'exploration du manoir. Et très vite, Jill tombe sur un zombie en train de dévorer un membre de l'équipe Bravo. Petit à petit, elle découvre aussi des passages secrets, des énigmes étranges et même des créatures terrifiantes, comme la plante 42 infectée par le virus T, les chiens Cerberus qui sautent par les fenêtres, ou encore l'un de ses collègues bouffé par des corbeaux. Sans oublier Yon, le serpent géant qui va dévorer un autre de ses collègues. Un peu plus tard, Jill Valentine retrouve Enrico Marini, le chef de l'équipe Bravo, qui l'avertit qu'il y a un trait chez les stars. Alors pour brouiller les pistes et ne pas se faire démasquer, Wesker ment ouvertement à Jill. Il lui dit qu'il n'arrive pas à cerner Barry, ce qui pousse limite les deux à se fight. Mais Lisa Trevor, la fillette utilisée par Umbrella, arrive au mauvais moment pour tenter de les tuer. Après le combat, Jill laisse Barry seul et cherche des indices pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans le manoir, jusqu'au moment où elle trouve Chris enfermé dans le laboratoire dont je vous parlais tout à l'heure. Un peu plus tard, elle rejoint Wesker et comprend que Barry est manipulé puisque Wesker a sa famille en otage. Et c'est à ce moment précis qu'elle découvre son plan. Wesker a pour mission de détruire le laboratoire pour ne pas laisser de preuves concernant le virus. Il souhaite aussi utiliser son équipe comme sujet d'expérience afin de récolter les données de combat et les transférer à ses supérieurs. C'est pourquoi il libère le tyran T-02, l'arme biologique parfaite selon Umbrella, sauf que le tyran se retourne contre lui et l'élimine. Du moins en apparence. Jill Valentine réussit à battre le tyran, libère Chris juste avant de s'enfuir avec Brad qui est revenu les chercher avec Barry et Rebecca. Et ensemble, ils font exploser le tyran avec un bazooka lorsqu'il décide de revenir. Du côté de Wesker, il n'est pas mort puisqu'il s'est injecté un virus. Il tue alors Lisa Trevor et prend la fuite sain et sauf. Le virus T court toujours, Umbrella est très loin d'être détruit et Wesker est plus fort que jamais. Et pourtant, le cauchemar ne fait que commencer parce que le monde s'apprête en réalité à sombrer dans l'horreur.
En septembre 1998, 2 mois après l'incident du manoir Spencer, tout le monde pense que le cauchemar est terminé. Sauf que le virus T se propage partout dans Raccoon City et les survivants du Star contactent Brian Iron. Ils en profitent pour lui expliquer ce qui se passe avec Umbrella. Le problème, c'est qu'il est corrompu et fait le nécessaire pour éviter que l'affaire soit rendue publique. Ce qui mène alors à la division de l'équipe. Rebecca quitte la ville, Barry et Chris partent en Europe enquêter sur Umbrella, pendant que Jill reste à Raccoon City pour continuer les recherches. Au même moment, Léon Scott Kennedy, la nouvelle recrue de la police mais surtout le GOAT de la saga, est en route vers Raccoon City pour son premier jour de taf. Pendant que Claire Redfield va aussi en ville pour chercher son frère Chris disparu. Quant au docteur William Birkin, il travaille sur le virus G, un virus plus puissant et instable que son prédécesseur avec la capacité de se régénérer. Mais comme Umbrella veut s'en emparer à tout prix, ils envoient l'USS, l'Umbrella Security Services mené par Hunk ou Monsieur Dead. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Le commando est envoyé pour récupérer l'échantillon, mais William Birkin refuse de donner le virus. C'est pourquoi il se fait tirer dessus. Mais avant de mourir, il s'injecte le virus pour se venger et se transforme en une créature monstrueuse. Et c'est depuis cette transformation que je comprends mieux le sens de porter l'œil. Blague à part, William Birkin massacre absolument toutes les squads dans les égouts, sauf Hunk qui réussit à s'échapper. Mais le pire reste encore à venir. Les flacons du virus G se sont brisés et des gouttes ont été consommées par des rats, ce qui propage alors le virus dans toute la ville et plonge en quelques heures Raccoon City dans le chaos. Au même moment, justement, Jill enchaîne cauchemar sur cauchemar, Brad l'appelle et lui demande d'immédiatement quitter la ville. Mais le Némésis est déjà là. C'est un tyran amélioré programmé pour éliminer les membres du Star, au point où c'est même le seul mot qu'il prononce. Après avoir échappé de justesse au Némésis, Jill tente de rejoindre Brad, qui va se sacrifier pour lui laisser une chance de survivre. Mais elle n'est pas pour autant tirée d'affaire. Quelques minutes plus tard, elle pense pouvoir trouver un échappatoire sur le parking, mais le Némésis l'attend et tente une nouvelle fois de la tuer. Heureusement, Jill est sauvée in extremis par Carlos Oliveira, un mercenaire de l'UBCS, l'Umbrella Biohazard Container Measure Services, envoyé soi-disant pour aider les civils. Ça doit être ça, ouais. Il travaille aux côtés de Miklai Victor et Nikolai Ginovaev, qui est en réalité un agent double chargé de récupérer l'antidote. Jill accepte de travailler avec eux pour évacuer les survivants par le métro, pendant que Carlos doit récupérer un vaccin synthétisé par un médecin. Un peu plus tard, Carlos découvre que Brad est infecté et qu'il a mordu Marvin, un officier du commissariat de Raccoon City. Il en profite alors pour tuer Brad lorsqu'il reçoit un appel de détresse de Jill, puisque après avoir remis le courant sur les rails, le Némésis s'apprête à les attaquer de nouveau. Parce que oui, le Némésis, c'est pire qu'une ex, il est toujours là. Miklai décide alors de se sacrifier en déclenchant une explosion pour sauver l'équipage. Mais vous connaissez la chanson, le Némésis n'a pas dit son dernier mot. Il mute encore, devient plus rapide et monstrueux, et réussit même à infecter Jill. Après s'être évanoui, Carlos la ramène à l'hôpital le temps de trouver un antidote. Sauf que le temps est compté, il n'y a plus une seconde à perdre, puisque dans 2 jours, le gouvernement va lancer une bombe nucléaire pour détruire Raccoon City. Au même moment, Léon et Claire se rencontrent dans une station essence et décident de partir à Raccoon City. La pire décision ever. Oh, shit. Pourquoi vous êtes pas restés chez vous à regarder les vidéos de Kevoni, sérieux? Sur place, la ville est tellement dangereuse qu'elle les sépare et leur seul refuge se trouve dans le commissariat de police. Léon cherche des indices lorsqu'il rencontre Marvin Branagh, le policier infecté quelques minutes plus tôt par Brad, et lui explique qu'il doit tuer toutes les personnes infectées s'il veut vivre. Sauf que pendant son exploration, Léon fait face à plein d'obstacles comme des énigmes à résoudre ou encore les Lickers, des zombies mutés issus du phénomène V-Act qui se répère grâce au bruit et vous tombe dessus si vous êtes trop bruyant. Donc c'est pas du tout la meilleure solution si vous voulez manger à 2h du mat. Un peu plus tard, Léon descend au sous-sol et se retrouve piégé dans les parkings souterrains du commissariat face à des chiens. Heureusement, il se fait sauver par Ada Wong, une soi-disant collaboratrice du FBI. Mais en réalité, c'est une espionne qui cherche à récupérer le virus pour pouvoir le revendre. Après avoir atteint les prisons souterraines, Léon parle avec un journaliste enfermé pour avoir enquêté sur Umbrella. Et c'est là que Mr. X, le T-103, arrive pour éliminer toutes les personnes qui cherchent le virus G. Tout comme le Némésis, Mr. X suit sa cible sans relâche. Après avoir réussi à s'échapper, Léon demande à Ada de l'aider à trouver des échantillons du virus G pour sauver l'humanité, sauf que dans les égouts souterrains, il tombe sur Annette, la femme de William Birkin. Elle essaie de tuer Ada parce qu'elle sait que c'est une contrebandière qui vole des échantillons pour les revendre, mais par chance Ada ne meurt pas, puisque Léon se jette sur la balle mais finit par s'évanouir. Bah, tout fragile. Ada continue alors l'aventure seule même si elle finit par se blesser, pendant que Claire arrive à rentrer dans le commissariat. Elle découvre Marvin infecté et trouve plusieurs documents d'Umbrella vis-à-vis du virus. Lorsqu'elle aperçoit Sherry Birkin, la fille de William qui se cache de son père parce qu'il veut l'infecter pour assurer sa descendance. Juste après, Claire tombe sur Brian Aaron qui, rappelez-vous, est le chef de la police corrompue. Il enlève Sherry et l'enferme dans un orphelinat pour obéir aux ordres de William Birkin. Heureusement, il finira par mourir, ce qui permet à Claire de s'échapper une nouvelle fois avec la petite. Mais leur répit est de très courte durée. Mr. X les surprend et force l'ascenseur avant d'être planté par William Birkin qui vient encore de muter.
Si même les tyrans se battent entre eux, on n'est pas tiré d'affaire. À cause du choc, l'ascenseur se crache et Claire s'évanouit. À son réveil, elle fait connaissance d'Annette, la mère de Sherry, qui lui dit la vérité sur Raccoon City et sa fille. Elle comprend alors que la ville est condamnée et que sa fille est infectée par le virus G. Au même moment, Léon se réveille et sauve Ada qui s'est blessée à la jambe. Sauf qu'elle ne peut plus continuer les recherches et demande à Léon de poursuivre seul la recherche du virus G. Mais William Birkin revient sous une nouvelle forme et essaie de tuer Léon. Après le combat, il retrouve Annette entre la vie et la mort qui lui dit de se méfier d'Ada puisqu'elle n'est pas ce qu'elle prétend. Mais lorsque Léon tente d'arrêter Ada, aucun des deux n'ose se tirer dessus, mis à part Annette qui n'hésite pas une seconde. Elle tire sur Ada et la fait chuter dans le vide avec l'échantillon du virus. Et c'est là que ça devient compliqué puisque Jill Valentine est toujours dans le coma, Léon n'a plus de vaccin et Claire cherche toujours un vaccin pour sauver Sherry. Mais le pire dans tout ça, c'est que le compte à rebours pour l'autodestruction du laboratoire vient de commencer. Après avoir trouvé un échantillon du vaccin et réussi à soigner Sherry, Annette fait ses adieux à sa fille. Claire réussit à trouver une nacelle d'évacuation à la surface, mais William essaie de la tuer. Putain, tu forces, mec! Léon lui aussi trouve une passerelle où il affrontera et tuera Mr. X avant de rejoindre Claire dans un train et s'échapper. Sauf que Birkin revient une dernière fois pour essayer de les tuer. Une fois à la surface, Claire et Léon s'échappent et se jurent de tout faire pour faire tomber Umbrella. Quant à Jill, elle se réveille et parvient à synthétiser le vaccin. Mais lorsqu'elle tente de s'échapper, Nicolas la trahit. Il s'empare du remède et l'enferme face au Némésis pour analyser leur combat et revendre les données. Heureusement, Carlos arrive à temps et permet à Jill de remonter à la surface grâce à une grue. Sauf que le Némésis revient. Jill l'affronte une dernière fois, réussit à le tuer et fonce vers le toit pour s'échapper. Mais Nicolas l'attend et détruit le vaccin. Quand Carlos se bat contre lui, Jill en profite alors pour lui tirer dessus et les deux en profitent pour s'échapper en hélicoptère seulement 10 minutes avant l'explosion nucléaire de la ville. Avec la chute de Raccoon City, le monde découvre l'ampleur du désastre. Mais ce n'est pas pour autant qu'Umbrella s'arrête. Les laboratoires fonctionnent toujours, les virus continuent d'évoluer et les agents doubles comme Wesker sont toujours dans la nature. Tout comme Ada Wong qui n'est pas morte étant donné qu'elle va vendre le virus G à Wesker. Après la destruction de Raccoon City, nos héros poursuivent les enquêtes contre Umbrella. Carlos poursuit le combat contre la compagnie même s'il n'apparaît plus. Quant à Léon, il travaille pour le gouvernement américain et sera envoyé en Amérique du Sud pour stopper une nouvelle menace. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. 3 mois après la destruction de Raccoon City, Claire part à Paris pour retrouver son frère Chris. Sauf qu'elle se fera emprisonner à Rockford Island. L'île est attaquée par un commando d'Albert Wesker qui répand le virus et qui transforme tous les habitants en zombies. Heureusement, Claire se fait sauver et tombe sur Steve Burnside. Il souhaite aussi se venger d'Umbrella à cause du meurtre de sa famille, sachant qu'il a dû tuer son père infecté. Les deux protagonistes avancent ensemble mais se séparent par moments lorsqu'ils découvrent l'histoire de la famille Ashford petit à petit. Claire trouve une bâtisse protégée par Alfred Ashford et qui n'hésite pas à tuer toutes les personnes qui souhaitent y rentrer, puisque selon lui, elle travaille avec Albert Wesker qui est responsable de la fuite du virus sur l'île. On comprend alors que Wesker travaille pour une organisation rivale d'Umbrella et qu'il cherche à s'emparer du virus T. Veronica coûte que coûte. Après avoir échappé à Alfred, au Bandersnatch et à Wesker qui lui relève son plan, Claire aperçoit Alfred qui se fait passer pour Alexia puisqu'il passe d'une personnalité à l'autre. Mais rappelez-vous, Alexia n'est pas morte, elle s'est juste cryogénisée pour pouvoir fusionner parfaitement avec le virus. Entre-temps, l'autodestruction est lancée, alors Claire et Steve s'apprêtent à quitter l'île par les voies sous-marines. Sauf que Alfred le sait et tente de les en empêcher en libérant un tyran qui finira par s'incruster dans leur avion. Heureusement, Claire arrive à le vaincre, mais l'avion change d'itinéraire et se met en pilote automatique, ce qui les conduira au crash dans une autre base d'Umbrella, là où les deux protagonistes vont devoir faire face à d'autres menaces. En enquêtant, Claire découvre Nosferatu qui, rappelez-vous, est Alexander Ashford, le père des jumeaux. Il réussira même par se libérer. Les deux protagonistes l'affrontent et le tuent avant de prendre la fuite. Mais au même moment, Alfred, qui est sur le point de mourir, réveille sa sœur Alexia pour qu'elle se venge. Malgré le fait qu'elle ne soit pas restée 15 ans cryogénisée, elle maîtrise parfaitement le virus T. Veronica et l'utilise même pour stopper nos deux protagonistes. Et heureusement, les renforts arrivent. Un peu plus tôt dans la bâtisse, Claire avait contacté Léon pour lui demander d'envoyer des renforts. C'est donc comme ça que Chris arrive pour les sauver. Don't worry, Claire. I'm coming to save you. Après avoir fait face à quelques créatures et à Wesker qui lui relève son plan, Chris cherche désespérément sa sœur, sachant que Steve s'est fait infecter par le virus et se transforme en monstre. Il tente de tuer Claire sachant qu'il l'aime, mais miraculeusement il finit par retrouver ses esprits avant d'agir. Mais malheureusement pour lui, c'est trop tard, parce que le virus est en train de le tuer. Chris se bat ensuite contre Alexia et réussit à la vaincre définitivement. Sauf que Wesker est toujours dans les parages. Il est bien décidé à récupérer un échantillon du virus et s'en prend même à Chris avant que la base ne s'effondre. Wesker jure de le tuer lorsque les Redfield sont en train de s'enfuir. Et même si on pourrait penser qu'entre guillemets tout est bien qui finit bien, c'est loin d'être le cas. Wesker a prélevé un échantillon du virus sur le cadavre de Steve avant que l'île explose.
En janvier 2002, Léon doit arrêter Javier Hidalgo à cause des différents échanges avec Umbrella. Il part alors en Amérique du Sud, mais la population est violente, tout comme les lurkers et les autres infectés qui s'y cachent. Un peu plus tard, Léon et Krauser font la connaissance de Manuela Hidalgo qui s'avère être la fille de Javier. On comprend qu'elle est infectée par le virus T, ce qui lui permet de ne pas mourir de sa maladie. Mais lorsque Léon essaie de la sauver, son père s'y oppose, parce que la priver de ses pouvoirs, ça serait la tuer. Un peu plus tard, les trois font un face-à-face face à Javier, lorsque sa femme devenue crabe les attaque et blesse Krauser. Quant à Javier, il prend la fuite et finit par fusionner avec une plante. Ouais, je sais. Ça va loin. Tout de suite après, Léon et Krauser se battent contre lui et réussissent à le tuer grâce au pouvoir de Manuela. Les trois s'enfuient en hélico, mais Krauser est blessé, ce qui provoque son licenciement au sein de l'armée. Quant à Manuela, elle est placée en quarantaine sous la protection du gouvernement pour qu'on puisse la protéger et la soigner comme il se doit. Avec tous les problèmes qu'Umbrella a eu dans le monde, ça commence à être vraiment compliqué pour eux, ils n'arrivent plus à tout cacher. Ce qui amène à la fermeture de toutes les usines, sauf une qui se cache en Russie. En 2003, Jill Valentine ainsi que Chris Redfield se rendent en Russie en ignorant que Wesker infiltre également la base au même moment. Wesker tombe nez à nez avec Sergei Vladimir, un haut placé d'Umbrella responsable de plusieurs projets, comme les tyrans qui lui ont permis d'être le colonel de l'UBCS, l'Umbrella Biohazard Countermeasure Services, ou encore les événements de Raccoon City. Au lieu de se battre contre Wesker, Sergei envoie ses deux Ivans pour le tuer, mais spoiler, ils n'y arriveront pas. Entre-temps, Chris Redfield et Jill Valentine entrent dans la base avec l'intention de détruire Umbrella pour de bon, mais Sergei libère le T-Halos pour les combattre, pendant que Wesker retrouve Sergei dans une salle de contrôle. Il souhaite lui voler les données de l'UMF-13, mais devra le combattre sous sa nouvelle forme. Après l'avoir tué, Wesker vole toutes les données d'Umbrella. Il les transmet au Tricell, la nouvelle société avec qui il travaille, afin d'ouvrir une nouvelle section d'armes biologiques. En ce qui concerne Chris et Jill, ils battent le T-Halos et en profitent pour fermer définitivement la dernière usine d'Umbrella. Mais le combat est encore très loin d'être fini. Wesker commence à devenir beaucoup trop puissant et veut régner sur le monde comme Spencer. La même année, les incidents continuent dans le monde, alors Jill, Chris et Clive O'Brien créent leur organisation et se rapprochent du FBC pour le financement du BSAA, le Bioterrorism Security Assessment Alliance, qui a pour objectif d'affronter les menaces dans chaque continent, d'où les différents badges. En 2004, la ville de Terra Grigia, alimentée par un satellite solaire, est menacée par Ilveltro, une organisation gérée par Jack Thorman qui s'oppose au développement de la ville. Ils décideront de libérer un virus qui provoquera la fin de la ville, exactement comme Raccoon City dans le passé, lorsque le gouvernement décide de détruire Terra Grigia avec son système solaire. Malgré la chute d'Umbrella, le virus continue de circuler. Les menaces sont toujours de plus en plus grandissantes puisque des groupes terroristes émergent. En 2004, soit un an plus tard, Léon est, rappelez-vous, devenu un agent du gouvernement américain. Il est envoyé en Espagne pour retrouver Ashley Graham, la fille du président qui a été kidnappée dans le village de Valdelobos. Sur place, il fait connaissance de deux policiers qui le ramènent dans ce fameux village pour qu'ils puissent enquêter sur la disparition d'Ashley. Et très vite, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Léon retrouve le badge d'un policier couvert de sang et remarque que le comportement des habitants est suspect, au point même qu'on essaie de s'en prendre à lui. Mais après avoir tué son agresseur, il comprend que la menace est différente des zombies. Léon repart alors immédiatement à la recherche des policiers, mais comme par hasard, ils ne sont plus là. En cherchant le village, Léon retrouve les policiers brûlés façon Jeanne d'Arc. Il se fait alors démasquer et traquer sans relâche par tout le village. Mais pendant le combat, la cloche de l'église sonne et tous les villageois s'arrêtent pour partir dans une chapelle. Très chelou. Unigan appelle Léon pour lui dire que le village est infecté par Las Plagas, un parasite qui permet de donner des ordres à distance. Les villageois font donc en réalité partie de la secte Los Illuminados, contrôlée par Osmund Sadler, qui souhaite prendre contrôle du monde entier un peu comme Spencer. Sauf qu'après avoir retrouvé la fille du président dans une église, Léon doit à la fois la protéger et chercher un moyen de retirer le parasite qu'on lui a planté. Ashley vous suivra partout au point que vous pouvez même la troll. Plus tard, il rencontre Luis Serra, un ancien scientifique qui connaît les secrets des Plagas et informe Léon qu'il est également contaminé. Heureusement, il s'agit d'un allié, mais plus de temps à perdre. Faut vraiment trouver un remède. Puisque plus ils avancent, plus on voit des signes de l'infection, notamment la toux, la faiblesse ou encore la perte de contrôle partiel. Mais au fil de leur progression, le duo atterrit sur plusieurs ennemis, comme les sœurs Bella ou encore Bitores Mendez, le chef du village espagnol. Un peu plus tard, le duo atterrit dans le château de Ramon Salazar, qui veut se servir d'Ashley pour répandre le virus à l'international, mais aussi pour avoir les faveurs de Lord Sadler. Comme vous pouvez vous en douter, Léon refuse de livrer Ashley et devra faire face à plein d'ennemis, comme par exemple Garodor, un ennemi aveugle dans les sous-sols du château, qui se repère avec le son pour vous déchiqueter comme un saucisson. Après l'avoir semé, Ashley s'en prend à Léon à cause du virus qui la contrôle, ce qui finit par les séparer. Sauf que Ashley prend peur et finit par s'enfuir. Putain, casse les couilles elle. Une fois dans le château, Léon revoit Ada qui recherche un échantillon du virus pour Wesker et qui lui demande de partir car il est trop tard pour sauver Ashley. Mais le duo est solide et s'entraîne puisqu'un peu plus tard, Ashley tente de sauver Léon, même si elle se fait kidnapper par les gardes de Ramon Salazar pour commencer le rituel. Léon finit piégé dans les égouts
coup et commence lui aussi à avoir des visions, lorsque Louis lui vient en aide et lui donne accès à un remède temporaire. Sauf que comme vous le savez, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Louis se fait poignarder par Jack Crowther, l'ancien collègue de Léon qui a falsifié sa mort après l'opération de Ravière. Il s'est entre-temps allié à Wesker pour soigner son bras et avoir le pouvoir qu'il voulait en Amérique du Sud. Les deux anciens collègues s'affrontent rapidement avant que Crowther s'échappe et Léon repart à la recherche d'Ashley vu qu'il ne lui reste que très peu de temps. Il tombe de nouveau sur Ramon Salazar avec Ashley et Crowther qui partent vers une île, mais Ramon s'arrête et commence à raconter sa vie. Alors Léon lui met une balle en pleine tête puisque le temps presse. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour le tuer, alors les deux s'affrontent dans un duel à mort. Après le combat, Léon part sur une île militaire pour sauver Ashley qui est retenue prisonnière. Il se bat alors une nouvelle fois face à plusieurs ennemis comme les Regenerator ou encore face à Crowther dans un duel à mort. Dans le laboratoire, le duo réussit à enlever les parasites qui les contrôlent et partent en direction du port où Ada est retenue prisonnière. Mais après avoir libéré, Sadler arrive et révèle sa forme finale pour les tuer. Avec l'aide d'Ada, Léon le tue avec un lance-roquette, mais Ada ramasse l'échantillon de Las Plagas et s'enfuit en hélico, pendant que Léon et Ashley s'échappent en jet ski avant que l'île explose. Et malgré le fait que Ashley et Léon soient sains et saufs, la mission n'est pas réellement accomplie, puisque Ada s'est échappée avec un Plagas et Wesker a récupéré un échantillon sur le corps de Sadler, exactement comme il l'avait fait par le passé avec le corps de Steve. Un an après, le groupe terroriste Ilveltro refait surface et selon les rumeurs, leur QG est en Finlande. Du coup, Clive O'Brien, le directeur du BSAA, envoie Jessica Sherawat et Chris Redfield pour enquêter. Sauf qu'une fois arrivés, leur fréquence radio ne fonctionne plus. Ouais, bon, on s'y attendait, hein. Clive O'Brien envoie Jill Valentine et Parker Lissiani à leur recherche en pensant qu'ils sont bloqués en mer. Pourtant, Chris et Jessica se trouvent toujours dans les montagnes où ils assistent au crash d'un avion. Sur les lieux, ils découvrent que le pilote est mort avant d'être attaqué par des chiens infectés par le virus T-Abis, un virus qui provoque des mutations corporelles. Et pendant leur progression, justement, le duo tombe sur une base contrôlée par Ilveltro. Ils en profitent alors pour contacter Clive O'Brien et apprennent que Jill et Parker sont bloqués en mer. Mais lorsqu'ils tentent de les rejoindre, ils se font attaquer par un kraken. Oh là 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 là. Si même les poissons sont contaminés, vraiment on n'est pas prêt d'en finir. Les deux groupes se retrouvent et établissent un plan. Chris et Jill partent dans le laboratoire du labo pour éviter que le virus infecte les eaux, pendant que Parker et Jessica tentent d'empêcher le naufrage du bateau. On apprend alors via des extraits vidéo que le directeur du FBC finance Ilveltro et qu'il a manigancé la destruction de Terra Grigia. C'est pourquoi Clive O'Brien a décidé de monter un dossier pour le faire tomber. Avec la chute du FBC, le BSAA est officiellement reconnu par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. L'ONU veille au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde de façon diplomatique. Par exemple, avec la situation entre la Palestine et Israël ou encore avec l'Ukraine et la Russie, l'ONU apporte de l'aide humanitaire ou même des sanctions internationales. 7 ans après la tragédie de Raccoon City, le monde est plus dangereux que jamais. Puisqu'en 2005, quand Claire Redfield va à l'aéroport de Harvardville pour retrouver une collègue de TerraSave, une organisation humanitaire qui aide les victimes avec un soutien social et des soins médicaux, une attaque de virus T a lieu dans l'aéroport et beaucoup de civils meurent par les infectés. Claire se cache alors avec d'autres survivants en attendant les secours, lorsque Léon, Angela Miller et Greg Glenn arrivent pour évacuer les survivants et sécuriser la zone. Un peu plus tard, des camions humanitaires de Will Pharma arrivent pour soigner les victimes, mais les camions sont pris pour cible. Mais ce n'est pas laissé au hasard. L'équipe se sépare, Claire repart avec Frédéric Dowing, un membre de Will Pharma, et Léon poursuit les enquêtes avec Angela. Léon découvre alors que Curtis Miller, le frère d'Angela, menace de répondre le virus T si le gouvernement ne dénonce pas publiquement les coupables. Entre-temps, Claire arrive au siège de Will Pharma, qui cherche soi-disant à contrer le virus G, mais une détonation a lieu. Curtis, lui, vient de s'injecter le virus et se transforme en une créature, donc Léon n'a pas d'autre choix que de le tuer. On comprend alors que Frédéric Dowing est en réalité un agent double. Il se sert de Will Pharma pour vendre des échantillons du virus T et du virus G qu'il a volé à Raccoon City. Le gouvernement a donc peut-être aussi sa part de responsabilité. Un an plus tard, Claire part au Panamstan pour une mission humanitaire, mais découvre un dessin avec des soldats transformés en monstres. Entre-temps, la Maison Blanche se fait attaquer et des fichiers informatiques vis-à-vis de la Chine se font voler. Il y a même des infectés qui sont là. Heureusement, le goth Léon arrive à temps et exfiltre le président aux côtés de Jason et de Shen Mei. Le lendemain, Claire revient à Washington DC pour montrer sa découverte à Léon et commence à enquêter sur sa découverte. Elle comprend alors qu'il s'agit du commando Mad Dogs envoyé au début des années 2000. Entre-temps, Wilson, le secrétaire de la Défense, convainc le père d'Ashley d'envoyer 3 gardes pour enquêter en Chine. Sauf que pendant leur mission, leur sous-marin se fait attaquer et ils se retrouvent piégés avec des infectés. Léon arrive à s'échapper avant l'autodestruction du sous-marin mais commence à suspecter les 2 soldats, d'autant plus qu'il a vu Jason se piquer un peu plus tôt. Et il a raison de le faire, parce qu'ils ont en réalité un lien avec le massacre du Penamstan. Leur but est de rétablir la vérité sur le gouvernement américain et le secrétaire de la Défense, puisqu'ils sont impliqués dans l'utilisation du virus T et du virus G pour créer des armes biologiques et contrôler l'opinion publique par la peur. Jason propose alors à Léon de les rejoindre, mais il refuse et tire sur Jason pendant que Shen prend la fuite. Un peu plus tard, Léon retrouve Shen qui lui donne toutes les preuves pour faire tomber Wilson, pendant que Claire se fait neutraliser et capturer par Wilson qui tente de négocier avec elle pour qu'elle se taise. Le président annonce un accord de paix avec le Penamstan puisque grâce à Léon, le conseiller du président l'avertit que Wilson est un traître. Au même moment, Léon arrive au labo secret de Wilson et découvre que Claire est retenue prisonnière, que Jason s'est transformé et qu'il y a une armée de mutants. Jason veut se montrer aux yeux du monde pour établir la vérité, alors il infecte Wilson et tue Chen. J'avoue, j'ai pas compris pourquoi. Quelques minutes plus tard, Léon l'affronte et le tue avant
avant qu'il ne provoque une catastrophe mondiale. Et même si un accord de paix a été trouvé et que Jason est mort, tout n'est pas bien qui se finit bien. Wilson est toujours en vie et se rapproche du Tricell pour trouver des vaccins, même si Claire peut dorénavant l'incriminer sur son implication au Penamstan. Sauf que Léon refuse de l'aider à exposer la vérité pour ne pas qu'elle soit en danger. Toujours en 2006, Chris Redfield et Jill Valentine sont envoyés en Europe pour retrouver Oswald E. Spencer, le dernier fondateur d'Umbrella, qui, rappelez-vous, est l'un des responsables majeurs des catastrophes liées aux armes biologiques. Ils ignorent cependant que Wesker est aussi présent, sachant qu'il est maintenant beaucoup trop puissant. Pour rappel, il a un échantillon de chaque virus, mais aussi de chaque parasite. Et surtout, il a des pouvoirs qui lui permettent de tuer qui il veut sans effort, comme il l'a fait par le passé avec les Ivans ou encore avec Sergei. Et pourquoi Wesker est là? Tout comme Chris et Jill, Albert Wesker veut avoir des réponses. Il veut comprendre pourquoi Spencer a fait tout ça. Il lui explique alors que pendant des années, il a adopté des enfants avec une intelligence supérieure, puisqu'il voulait avoir une emprise psychologique sur eux pour les utiliser. Wesker découvre alors qu'il n'a jamais été qu'un pion dans le projet de sélection, puisque seulement 2 enfants ont pu survivre, lui et sa sœur Alex Wesker, dont je vous parlerai un peu plus tard. Wesker connaît maintenant toute la vérité, mais ne veut pas pour autant partager l'héritage d'Umbrella. Il tue alors Spencer lorsque Chris et Jill entrent dans le manoir. Ils se battent immédiatement, mais Chris et Jill n'ont aucune chance, puisque Wesker est beaucoup trop fort. Quand il s'apprête à tuer Chris, comme il avait promis à Rockford Island, Jill se jette sur lui à travers une fenêtre et les deux chutent dans le vide. Quand Chris reprend ses esprits, il voit que Jill n'est plus là et qu'aucun corps n'est retrouvé. Mais pour tuer Wesker, il en faut beaucoup plus. En 2007, plusieurs années après la chute en bourse d'Umbrella, la société Blue Umbrella voit le jour. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment pour le bien, puisque la société militaire privée a été créée pour lutter contre le bioterrorisme sur le sol américain. L'organisation interviendra dans des situations très spécifiques. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais gardez-le dans un coin de votre tête. 2 ans après, Chris est envoyé au Kijuju pour retrouver Jill Valentine, là où les Ndipaya se cachaient par le passé. Chris doit mettre fin au trafic de Ricardo Irving et fait équipe avec Sheva Alomar, une membre locale de la BSAA. Sauf que la mission ne se passe pas comme prévu. Les civils deviennent incontrôlables puisqu'ils se transforment en Magini lorsque le duo comprend que la population est infectée par un plaga. Mais il est très différent de celui d'Espagne. Celui-ci est plus imprévisible puisque l'infection est immédiate. Mais il se cache une menace encore beaucoup plus grande que celle-ci. Le virus Ouroboros, conçu de base par Umbrella mais modifié par Albert Wesker qui conserve seulement les organismes forts. Ceux qui survivent deviennent surhumains, sinon ils se transforment à la Grota de Morve. Un peu plus tard, le duo retrouve Irving qui se fera sauver par une femme à l'identité cachée. Chris comprend alors que Jill Valentine est toujours en vie grâce à une photo et souhaite aller jusqu'au bout de sa mission peu importe les risques. Après plusieurs combats, Chris et Sheva retrouvent Irving qui s'injecte un plagas et qui le transforme, même s'il finira par être vaincu. Enfin, vous connaissez la musique, hein. Je me transforme, je meurs, je me transforme, je meurs. Avant de mourir, Irving leur dit qu'il doit aller dans les grottes des Ndipaya pour avoir des réponses. Sauf qu'une fois arrivé sur place, le duo tombe sur un laboratoire rempli de capsules, exactement comme Wilson l'avait fait par le passé aux États-Unis. Une capsule appartient à Jill, mais quand Chris l'ouvre, elle n'est pas là. Par contre, une vidéo d'Excella Gunn apparaît. C'est la directrice du Tricell qui reprend les recherches d'Umbrella aux côtés d'Albert Wesker. Lorsque le duo la traque, il tombe sur Wesker et la femme masquée, qui est en réalité Jill Valentine. Wow, personne s'y attendait. On comprend alors qu'elle est sous le contrôle de Wesker à cause d'un dispositif implanté sur la poitrine. Et après le combat, Chris et Sheva réussissent à la libérer lorsque Jill en profite pour leur expliquer les plans de Wesker. Avec Excella, il compte lancer un missile chargé d'Ouroboros pour infecter toute la planète. Chris et Sheva poursuivent alors Excella, qui laisse derrière elle des seringues destinées à stabiliser le virus. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque le duo comprend que les injections pourraient affaiblir Wesker. Et lorsqu'il retrouve Excella, elle se transforme parce que le virus Ouroboros l'a rejeté. Un peu plus tard, Chris et Sheva affrontent Wesker dans les souterrains et réussissent à lui injecter une première dose avant qu'il ne prenne la fuite. Le duo ne le lâche pas et l'affronte une deuxième fois à bord d'un avion en plein vol où il lui injecte une deuxième dose. Quelques minutes plus tard, Wesker tombe dans le vide et affronte une dernière fois Chris et Sheva dans un volcan en éruption. Heureusement, Jill revient à temps pour les sauver et ils en profitent pour tirer une roquette pour le battre définitivement. L'Ouroboros est stoppé, Wesker est mort et Jill Valentine a été libérée. Mais est-ce que c'est vraiment la fin en soi ? En 2011, Claire Redfield est invitée à une soirée organisée par Terracey, tout comme Moira Burton, la fille de Barry, qui est une nouvelle collaboratrice. Mais le repos est de très courte durée. Lors de la réception, un commando attaque le bâtiment. Claire Redfield, Moira Burton, Nate Fisher, Gabriel Chavez, Pedro Fernandez et d'autres membres se font kidnapper et placés dans une prison sur une île isolée, là où Edward Thompson mourra très rapidement. À leur réveil, les filles découvrent qu'elles portent un bracelet qui change de couleur selon leur peur et que les bracelets sont liés au virus T-Phobos, qui s'active quand la peur est trop grande et ceux qui échouent se transforment en afflicted. Bon, zéro stress, hein. Tout au long de leur progression, Claire et Moira se laissent guider par la voix de la sentinelle via des haut-parleurs, et Moira en profita pour laisser un message de détresse dans la station radio. Un peu plus tard, on comprend que tout est manigancé par Alex Wesker dont je vous parlais un peu plus tôt. Elle fait ça en réalité pour analyser son expérience. Le duo affronte plusieurs menaces dont les afflicted et rencontre Natalia Corda, une petite fille qui semble immunisée à la peur et au T-Phobos. Du coup, l'hôte parfait pour Alex Wesker. Plus tard, on retrouve Nate Fisher, mais on s'aperçoit grâce à un livre et une vidéo qu'il a trahi Terra Save. Son objectif était de sacrifier ses collègues avec le virus Ouroboros
l'Ouroboros pour manipuler l'opinion publique et justifier la présence du FBC. Mais en contrepartie, il devait aider Alex à trouver l'autre parfait pour se faire de conscience. Sauf que pas de chance pour lui, Alex le trahit et Neil se fait infecter par l'Ouroboros, pour au final mourir lorsqu'il essaie de s'en prendre à Claire. Un peu plus tard, le duo arrive enfin face à Alex Wesker, mais il est déjà trop tard. Alex a transféré son esprit et sa conscience dans le corps de Natalia, c'est pour cette raison qu'elle décide de mettre fin à ses jours. En se tuant, elle déclenche le système d'autodestruction, les structures s'effondrent, Moira finit coincée et Claire doit sauter dans la mer pour s'échapper. Mais ce n'est pas pour autant terminé. Quelques jours plus tard, Claire se réveille à l'hôpital et informe Barry Burton que sa fille est morte dans l'effondrement. Alors 6 mois après, Barry part sur l'île à la recherche de sa fille Moira, lorsqu'il fait connaissance de Natalia Corda, qui s'avère être une rescapée de Terra Cregia avec la faculté de détecter des ennemis à distance. Un peu plus tard, Barry découvre qu'Alex a muté à cause de l'Ouroboros et se bat contre elle, lorsque Moira sort de nulle part pour les aider avant qu'elle ne mute. Les 3 protagonistes sortent de la drogue mais se font pourchasser de nouveau par Alex Wesker. Heureusement, Claire arrive à temps en hélico et tue définitivement Alex avec un lance-roquette, ce qui met fin à la terreur des Wesker dans le monde. Toujours en 2011, en Europe de l'Est, la République slave est touchée par la guerre civile. La présidente Svetlana Belikova affronte un mouvement de rebelles armés et les rumeurs indiquent que des bows, des armes bio-organiques, sont utilisées sur le champ de bataille. Léon est donc naturellement envoyé par le gouvernement pour enquêter et confirmer l'existence des bows. Mais quand Washington lui ordonne de se retirer, Léon refuse et décide de rester sur place. Parce que pour lui, abandonner ce n'est pas une option, c'est fermer les yeux sur la vérité. Oh, c'est vraiment le goût. Rapidement, Léon découvre ce qui se passe puisque les rebelles utilisent bel et bien des bows. JD et Alexander Kozachenko, plus connu sous le nom de Buddy, contrôle des liqueurs grâce au parasite Plaga. Hein? Mais comment il fait? C'est en réalité grâce à un parasite qui s'est injecté lui-même. Grâce à ça, il arrive à leur donner des ordres, mais son corps en subit les conséquences. Entre-temps, Léon se fait capturer et découvre la vérité quand il est emprisonné, mais se fera libérer un peu plus tard par JD qui lui affirme que Buddy devient fou, puisqu'il pense que les créatures peuvent libérer son peuple. Au même moment, Ada Wong revient. Elle se fait passer pour un agent du BSAA et rencontre alors la présidente pour lui expliquer le pouvoir des Plagas. Mais vous vous doutez bien qu'Ada a un autre but. Elle veut en réalité récupérer un échantillon du parasite, et quand Svetlana découvre qu'elle veut s'approprier le Plaga, les deux se battent et Ada finit par s'échapper. Un peu plus tard, elle découvre Léon et lui dit que le gouvernement souhaite bombarder la ville. Mais lorsque Léon revient à l'église, il voit que JD est infecté par un Plaga et lui demande de le tuer pour ne pas souffrir. Léon repart à la recherche de Svetlana Belikova pour l'arrêter, mais lorsqu'il la retrouve, Buddy est présent et lâche une armée de liqueurs. Tous les soldats se font déchiqueter, alors la présidente réplique en libérant 2 tyrans pour écraser ses ennemis. Léon et Buddy n'ont plus le choix, ils combattent ensemble et arrivent même à tuer un premier tyran avec un tank et le second avec un renfort aérien. Sous la pression internationale, la présidente Belikova démissionne et met fin au conflit. Mais après le combat, Buddy est à bout de force à cause du parasite et supplie Léon de le tuer. Du côté d'Ada, elle réussit à voler le Plaga, mais plutôt que de le livrer à son client, elle décide de le garder pour elle. Une nouvelle fois, la catastrophe est empêchée, mais un virus est toujours en circulation. 15 ans après le drame de Raccoon City, le monde continue d'être bouleversé, puisque le 24 décembre 2012, soit 1 an après les événements en République slave, le monde doit de nouveau faire face à un virus. Le virus C. Putain, j'ai l'impression de réciter l'alphabet. Virus G, virus B, virus C, en bref. Derrière tout ça se cache Neo Umbrella, une organisation qui souhaite détruire le monde. L'Europe de l'Est est en guerre civile, les rebelles de l'armée s'affrontent, et pendant les combats, le virus C est libéré. C'est là qu'apparaît Jack Muller, un mercenaire et le fils d'Albert Wesker. Très tôt, on comprend que Jack est immunisé contre le virus C et que son sang contient les anticorps nécessaires pour créer un remède contre le virus et assurer la survie de l'humanité. C'est pourquoi le gouvernement envoie Sherry Birkin, la petite fille qu'on a vue à Raccoon City. Entre-temps, elle est devenue un agent fédéral et sa mission est d'empêcher Neo Umbrella de récupérer Jake. Sherry doit à tout prix sortir Jake du pays vivant, sachant qu'au même moment, le BSAA est envoyé pour éliminer la population infectée par le virus. L'équipe de Chris Redfield et Pierre Nivan a plusieurs créatures comme par exemple les Javos, des zombies hyper intelligents qui répondent aux ordres, ou encore les Ogroman, plus grandes armes biologiques vues à ce jour. Sauf que Neo Umbrella ne s'arrête pas là puisqu'ils envoient leur meilleur atout, le tyran Ustanak, conçu pour traquer le duo sans relâche, exactement comme le Nemesis. Sauf que le tyran a une particularité bien distincte. Il a une plaque métallique sur le bras pour immobiliser sa cible et aspirer son sang grâce à l'une de ses seringues. Très charmant tout ça. Jack et Sherry échappent de justesse à ses attaques et parviennent à prendre en avion, mais ils ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Puisqu'entre-temps, le BSAA se fait piéger par un clone de Tata Wong. Les hommes de Chris brûlent ou mutent tous un par un à cause du virus C, sauf Pierre Nivan qui sauve Chris paralysé par la peur et qui finira marqué par les événements au point d'en faire une dépression post-traumatique. Et comme je vous l'expliquais plus tôt, Sherry et Jake ne sont pas sortis d'affaire. Leur avion est attaqué et se crache dans les montagnes. Jake remarque alors que Sherry a des capacités de régénération grâce au virus G. Parce que rappelez-vous, à Raccoon City, Claire avait sauvé Sherry avec un vaccin. Quelques minutes plus tard, l'Ustanak les retient et le duo se fait capturer par le clone d'Ada pendant environ 6 mois. 6 mois après, justement, un autre drame se passe aux États-Unis, puisque le 29 juin 2013, le nouveau président américain
Américain Adam Benford, veut rétablir publiquement la vérité sur Raccoon City et les armes biologiques. Sauf que Neo Umbrella lance une attaque de virusés dans la ville et la quasi-totalité des habitants dont le président se transforme en zombie. Léon n'a d'autre pas de choix que de tuer le président aux côtés d'Helena Harper, une autre membre des services secrets. Après plusieurs recherches, le duo découvre via une cassette que c'est Derek Simon qui a orchestré l'attaque. Simon s'occupe de la sécurité nationale du pays et travaille en parallèle pour Neo Umbrella. Il en a même profité pour créer un clone d'Ada et modifier génétiquement Deborah Harper, la petite sœur d'Helena, qui malheureusement finira par mourir. Helena et Léon décident alors de simuler leur mort pour passer inaperçus et enquêter comme il se doit. Du côté de Chris Redfield, il retourne au BSAA aux côtés de Pierre Nivan et d'autres soldats. Ils ont pour mission de détruire les missiles du virus C avant leur lancement et font le nécessaire pour capturer le clone d'Ada. Quant à Sherry et Jake, ils arrivent à s'enfuir et rejoignent au même moment Léon et Helena pour affronter Simone. Du coup, Simone reconnaît avoir prémédité l'assassinat du président et s'injecte le virus. Léon et Helena l'affrontent alors sur un train, le battent, mais apprennent que Sherry et Jake se font encore kidnapper. Mais le plus grave reste encore à venir puisque tous les missiles n'ont pas été détruits. Un nouveau missile s'écrase en ville et risque de provoquer une nouvelle épidémie. Alors le duo du BSAA descend dans un laboratoire pour sauver Jake et Sherry lorsqu'une nouvelle menace les attaque et blesse Pierce. Pour avoir une chance de s'en sortir, Pierce décide de s'injecter le virus C amélioré et affronte le monstre seul. Et un peu plus tard, il pousse Chris dans une capsule de sauvetage pour lui laisser la vie sauve lorsqu'il fait exploser le laboratoire avec ses pouvoirs. GG mon pote. Quant à Jake et Sherry, ils s'enfuient une nouvelle fois et se battent une dernière fois face à Lustanak avant de le tuer. Pendant ce temps, Ada confronte son clone et comprend qu'il s'agit de Carla Ramades, une ancienne scientifique qui travaillait pour Simmons et qui souhaitait se servir du sang de Jake pour créer un nouveau virus. Mais lorsque Carla s'injecte une dose de virus C, elle se transforme en monstre et se fait tuer par Ada Wong. Par la suite, Ada s'échappe en hélicoptère, porte secours à Léon et combat Simone qui s'est transformé en dinosaure. Mais après l'avoir vaincu, il revient sous la forme d'une mouche. Bon, heureusement c'est what the fuck, mais il finira par mourir. Après les événements, Jack a bien remis un échantillon de son sang à Sherry. Quant à Helena, elle rend visite à sa sœur et rejoint Léon et Negan qui leur affirment que l'affaire sera rendue top secrète, pendant que Chris décide de rester avec le BSAA. Les menaces ont toutes été vaincues, mais est-ce que la paix est réellement prête à s'installer ? 3 ans après les événements, le calme semble être revenu dans le monde puisqu'il n'y a plus d'incidents. Mais aux États-Unis, le 3 octobre 2014, l'État de Louisiane fait face à une tempête et une pluie qui inondent la ville. On apprend même qu'un pétrolier a disparu dans le Golfe, sans savoir que Mia Winters et Evelyn s'y cachent. Et c'est précisément à ce moment que le drame commence. Jack Baker ramène Evelyn chez lui pour qu'elle puisse se reposer, pendant que Mia se repose dans la caravane du jardin. Zoé va même apporter des vêtements secs à Evelyn avant qu'elle ne disparaisse. Quand Zoé Baker descend, elle retrouve son frère Lucas inconscient lorsqu'elle entend une voix étrange à l'étage. Elle monte alors pour voir ce que c'est, mais sa mère Marguerite l'attaque. Son père intervient pour l'immobiliser, le temps qu'elle aille chercher une corde dans le garage pour la ligoter. Mais dès que Zoé remonte à l'étage, son père a aussi changé de comportement et finit par se poignarder. Elle décide alors de s'enfuir de la maison et part dans la caravane du jardin. À l'intérieur, elle découvre que Mia Winters a laissé une lettre écrite. Dedans, elle explique qu'il ne faut pas s'approcher d'Evelyn puisqu'elle peut contrôler l'esprit humain et qu'aucun remède n'existe. Le seul moyen de l'arrêter est de trouver un sérum, mais il est malheureusement trop tard pour Zoé puisqu'Evelyn est de retour. Elle en profitera alors pour l'enfermer dans des visions cauchemardesques. Mais comment ça se fait qu'elle a ses pouvoirs psychiques ? En 2014, la société Connection crée la série E pour moderniser les armes biologiques. Ils choisissent alors Evelyn, un enfant génétiquement modifié avec la moisissure du Megami-7, l'embryon dont je vous parlais au tout début de la vidéo. L'objectif est de transformer leur prototype en véritable machine de guerre, sauf qu'avec la création de Blue Umbrella, la compagnie Connection a préféré transférer Evelyn dans un autre laboratoire. Du coup, pour ne pas se faire démasquer, Mia Winters et Alan Douglas sont envoyés pour se faire passer pour ses parents, lorsque des soldats rentrent dans le bateau pour la kidnapper. Evelyn en profite alors pour tuer absolument tout le monde sur le bateau, y compris Alan qui finira par contaminer Mia, avant qu'elle ne perde connaissance lorsque le bateau explose. La même année, Chris Redfield et d'autres soldats sont envoyés au Mexique pour retrouver la journaliste Katy Wilde et son fils Zach, mais aussi pour capturer Glenn Arias, un contrebandier qui a repris les activités du Tricell et de Neo Umbrella. Il souhaite se venger du gouvernement qui a tué sa femme le jour de son mariage, sachant que seulement 2 de ses amis ont survécu, Maria et son père Diego Gomez. Quand les soldats arrivent dans le manoir, il est déjà trop tard puisque tout le monde est déjà infecté, et la quasi-totalité des soldats vont se faire prendre au piège. Katy White est elle aussi infectée et finit même par mourir lorsque les renforts arrivent pour sauver Chris. La mission est donc pour la première fois un échec total. 4 mois plus tard à Chicago, Rebecca Chambers étudie le virus A, qu'on appelle aussi le virus animalité, puisque le virus est capable de se déclencher lorsque son créateur le veut. Peu de temps après, le docteur Aaron se fait tuer par Maria Gomez qui répand le virus dans le laboratoire. Absolument tout le monde se transforme, sauf Rebecca qui réussit à s'injecter un temps des anticorps. Et heureusement, Chris interviendra pour la sortir de là. Un peu plus tard, les deux partent voir Léon dans le Colorado pour lui poser des questions sur Los Illuminados, la secte espagnole
seul qui retenait la fille du président. Ils comprennent alors qu'un dernier membre de la secte envoie des informations à Glenn Arias pour améliorer le virus en temps réel. D'autant plus que Patricio leur confirme que la secte veut lancer une attaque bactériologique. Mais ce n'est pas tout. Maria Gomez kidnappe Rebecca Chambers pendant que Diego Gomez attaque Léon et Chris. Les deux découvrent son plan et partent à sa recherche pendant que Arias souhaite remplacer le bras de Rebecca par celui de sa femme. Wow, bizarre le boug. Un peu plus tard, Manhattan commence à plonger dans le chaos, mais Léon et Chris n'ont pas dit leur dernier mot. Les deux entrent dans le bâtiment, libèrent Rebecca avant qu'elle ne mute, et Chris réussit même à tuer Glenn Arias. Du moins en apparence, puisque Diego et Arias fusionnent. Mais heureusement, nos héros réussissent à le battre. Donc tout est bien qui se finit bien. Rebecca Chambers est saine et sauve, la population est guérie grâce au BSAA, et Maria n'est plus esclave d'Arias. Un an après, dans la ville de San Francisco, plusieurs événements étranges refont surface. Léon est à la recherche du docteur Antonio Taylor, mais se fait stopper par Maria Gomez, pendant que Claire enquête sur les blessures du Nork lorsqu'elle remarque que la blessure comporte du virus T, ce qui est étrange pour un animal censé être le plus grand prédateur marin. Du côté de Rebecca, elle découvre que 12 personnes sont mortes à cause d'une version améliorée du virus T. Aucun cadavre n'a été mordu, et elle sait que le virus ne se transmet pas dans l'air ou par la salive. Elle se rend également compte que toutes les victimes ont visité la prison d'Alcatraz, ce qui les mène alors vers la bonne voie. Claire, Jill et Chris vont sur les lieux pour voir ce qui se passe, mais très vite, c'est la panique totale. Absolument tout le monde se transforme et le trio est contraint de se séparer. D'autant plus que des liqueurs marins ont été relâchés. On comprend alors que Dylan Blake, un ancien soldat d'Umbrella envoyé à Raccoon City, souhaite se venger car il a dû tuer son ami. Nos héros réussissent à contenir la menace et font la connaissance d'Antonio Taylor, un ingénieur en robotique kidnappé par Dylan Blake et Maria Gomez afin d'utiliser ses biodrones pour infecter le monde. Au même moment, Jill tente de remonter à la surface lorsqu'elle est pourchassée par des liqueurs aux côtés de Léon, de retour pour exfiltrer Antonio Taylor. Un peu plus tard, Rebecca arrive sur l'île pour soigner ses collègues, étant donné que tout le monde a été infecté par ces putains de drones, sans oublier que Taylor a été tué. Juste après, Léon cherche à stopper l'attaque de drones mais tombe sur Maria qui veut le tuer à cause de la mort de son père. Les deux s'affrontent mais Maria meurt et Jill retrouve Dylan Blake qui s'injecte un virus, avant de fusionner avec le monstre des mers qui a blessé l'orque. Tous nos héros sont là et ensemble ils affrontent la menace avant que Jill porte le coup final et que nos héros s'en aillent tous ensemble. Le 10 juillet 2017, soit quasiment 3 ans après, on apprend que Mia est toujours en vie, étant donné qu'elle envoie par mail une vidéo d'elle à son mari. Il part alors chez la famille Bakers sans se douter que plus de 20 personnes ont disparu dans leur maison. Sur place, il découvre que la maison est abandonnée et que sa femme est enfermée au sous-sol. Mais ce n'est que le début. Lorsqu'il la libère, Ethan remarque que Mia n'est plus la même. Elle a d'importants changements de personnalité qui la poussent même à le planter avec un couteau. Après l'avoir neutralisé avec une hache, Zoe Baker appelle le téléphone de la maison et demande à Ethan de vite quitter les lieux par le grenier. Sauf qu'en voulant s'échapper, Mia revient et coupe la main d'Ethan. Ouais, c'est plutôt sympa la vie de couple. Heureusement, il réussit de nouveau à neutraliser sa femme, mais Jack Baker sort de nulle part et lui met une patate de forain. À son réveil, Ethan remarque que sa main a été recousue et qu'il est à table avec les Bakers. Par chance, un policier sonne à la porte, ce qui va lui permettre de s'échapper. Mais lorsqu'il arrive dans le garage, Jack en profite pour tuer le policier et empêche Ethan de s'enfuir avec la voiture. Il comprend alors que les Bakers peuvent se régénérer et fait le nécessaire pour sortir de là. Surtout qu'il y a toujours des menaces, comme les mycomorphes ou encore de nouveau Jack avec sa tronçonneuse. Un peu plus tard, Ethan reçoit un second appel de Zoé qui lui dit que sa femme et lui-même sont exposés à la même substance que sa famille. En gros, s'il veut sauver sa femme, il va devoir créer un sérum, celui dont Mia parlait dans sa lettre. Alors pour réussir, il doit trouver 2 ingrédients, le bras de la série D et la tête de la série D. Le bras D se cache dans une résidence annexe gardée par Marguerite, et Ethan n'a pas d'autre choix que de l'affronter et de la tuer. Cependant, quand il récupère le bras, il commence à avoir des visions d'Evelyn. Après ça, il part en direction de la caravane pour rejoindre Zoé qui s'est faite kidnapper par son frère Lucas. Il oblige alors Ethan à résoudre une énigme mortelle s'il veut récupérer le 2e ingrédient et les 2 femmes. Le problème, c'est que le manoir est rempli de pièges. Malgré tout, Ethan réussit le jeu, mais Lucas n'abandonne pas d'aussitôt. Il tente de le tuer avec une bombe lorsque notre protagoniste lui renvoie et en profite pour s'échapper avec la tête D. Il peut maintenant retrouver Mia et Zoé pour que Zoé puisse fabriquer les 2 doses de sérum. Mais leur répit est de très courte durée. Le père revient en monstre incontrôlable et le seul moyen de le vaincre est d'utiliser une dose de sérum. Le problème maintenant, c'est qu'il ne reste plus qu'une seule dose. Alors Ethan doit choisir entre sauver Zoé ou sa femme. Logiquement, il sauve sa femme, mais promet à Zoé de lui envoyer de l'aide. Sur le chemin, il tente de comprendre le lien qu'a Mia avec les événements lorsqu'ils se font attaquer par Evelyn devant le navire qui la transportait. Le couple est de nouveau séparé et Ethan est maintenant lié à la petite fille. Mia tente alors de retrouver son mari lorsque Evelyn la guide vers un magnéto pour qu'elle se souvienne. C'est comme ça que Mia relie tous les événements, les racines du Megami 7, la création d'Evelyn dans les Labo Connection ou encore l'incident du navire. Evelyn lui demande de nouveau si elles peuvent être une famille, mais Mia refuse et fonce pour retrouver son mari emprisonné dans la conscience du Megami 7. Au même moment, Ethan a une vision de Jack Bakers qui lui explique les faits et le supplie de libérer sa famille. Heureusement, Mia retrouve son mari à temps et lui demande d'aller tuer en urgence la petite
petite fille le temps qu'elle la distrait. Ethan trouve un laboratoire et découvre réellement ce qui se cache derrière la création d'Evelyn. Il en profite alors pour concocter un poison afin de la vaincre lorsque Evelyn tente de le distraire psychologiquement. Heureusement, Ethan ne tombe pas dans son piège et lui injecte la toxine. Cependant, elle revient dans une forme mutée pour se venger, mais Blue Umbrella arrive et jette une arme spéciale à Ethan qui finira par la tuer. Quelques secondes plus tard, Chris Redfield vient en aide à Ethan et l'exfiltre avec sa femme par hélicoptère, où les deux se jurent de ne plus jamais parler de ça. Chris lui décide de rester sur place pour retrouver Lucas Baker qui s'amuse à tuer ses collègues. Mais quand Chris le retrouve, Lucas se transforme même s'il finira par mourir comme une grosse merde. Quant à Zoé, après avoir été laissée par Ethan et Mia, Evelyn en a profité pour la transformer. Son oncle Joe Baker en profite alors pour voler une arme de Blue Umbrella et affronte son frère Jack pour la libérer. Heureusement, Joe réussit à la sauver grâce au sérum lorsque Chris les retrouve et les transfère dans une unité de soins. Et c'est à ce moment précis que Ethan l'appelle pour lui dire qu'il ne l'avait pas oublié. La menace a été contenue, mais est-ce réellement la fin de la malédiction ? En 2020, soit 3 ans après le drame en Louisiane, Mia et Ethan Winters se sont installés en Europe. Ils vivent leur best life avec leur fille Rose lorsque Mia lit une histoire d'horreur, alors que le couple s'était promis d'être loin de tout ça. Et un peu plus tard, Mia se fait cribler de balles lorsque Chris la tue et part avec leur fille Rose. Le lendemain, Ethan se réveille et constate que le convoi qui les transportait a été pris pour cible. Il cherche alors un refuge lorsqu'il tombe sur le château du village, là où la malédiction a commencé en 1919. Un peu plus tard, il rentre dans l'une des maisons du village lorsqu'un inconnu et lui sont pris pour cible par une sorte de loup-garou qu'on appelle les Lycans. Ethan réussit tant bien que mal à s'échapper, mais tombe sur Urias et sa horde. Heureusement pour lui, les créatures la laissent tranquille car elles sont appelées lorsqu'il rencontre une vieille femme qui lui dit que sa fille est en danger. Notre héros n'a donc plus de temps à perdre. Pendant son exploration, il rencontre un groupe de survivants, sauf que l'un d'entre eux, Leonardo, est infecté. Ethan réussit de nouveau à s'échapper, mais se fait capturer par Kyle Eisenberg, qui le présente à la mère Miranda et les autres enfants pour décider de son sort. Après la cérémonie, Eisenberg lui laisse 10 secondes d'avance pour voir ce qu'il a dans le ventre, et par chance, Ethan arrive de nouveau à s'échapper lorsqu'il rencontre le duc. Mais je parle pas de Booba. Après son échange avec le marchand, il rentre dans le château des Dimitrescu dans l'espoir de retrouver sa fille Rose. Mais sur place, il est capturé par ses 3 filles qui en profitent pour le livrer à leur mère. Heureusement, Ethan est un dur à cuire puisqu'il se libère et tue un peu plus tard les 3 filles. Lorsqu'il est au sommet du château, Ethan doit confronter des gargouilles et Lady Dimitrescu qui tentent de le tuer. Par réflexe, il réussit à la planter avec une dague spéciale, ce qui lui permet de se préparer à la tuer lorsqu'elle mute en sorte de dragon. Malheureusement pour elle, ça ne suffira pas à le vaincre puisqu'Ethan la tue et récupère un premier échantillon de sa fille. Comme vous l'avez probablement compris, Miranda veut se servir de Rose pour ramener sa fille à la vie. Maintenant, il doit récupérer les 3 autres échantillons. Un chez Salvatore Moro qui vit dans un lac artificiel, un autre chez Donna Beneviento et le dernier chez Kyle Eisenberg dans une métallurgie. Il part alors chez Donna Beneviento lorsqu'il se fait poursuivre par un magnifique bébé, pour ensuite la confronter dans une maison remplie de poupées maléfiques. Après ça, Ethan part vers le lac et tue Salvatore Moro qui a muté en monstre marin. Et par la suite, Ethan part dans l'usine de Karl Eisenberg qui lui propose de faire une alliance pour vaincre Miranda. Mais Ethan refuse et se fait propulser dans les sous-sols de l'usine. Par chance, il tombe sur Chris Redfield qui lui explique la situation. Depuis le départ, Miranda se fait en réalité passer pour Mia grâce à la moisissure. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il lui a caché la vérité pour ne pas le mettre en danger. Quand Ethan retrouve Karl Eisenberg, il l'affronte et réussit à le tuer. Mais Chris l'appelle et lui interdit de continuer sa quête seule. Mais c'est malheureusement trop tard. Miranda est là et lui explique l'importance de Rose, pour au final lui arracher le cœur car elle n'a plus besoin de lui. Entre-temps, Chris apprend par ses collègues de Blue Umbrella qu'Ethan est mort, mais rappelez-vous, sa conscience sera toujours présente dans le Megami 7. Au même moment, le BSAA est en chemin, alors Chris et ses hommes partent à la recherche du Megami 7, pendant que le BSAA distrait Miranda. Quand Chris retrouve l'embryon du Megami 7, il en profite pour y fixer une bombe, mais il ne veut pas l'exploser tant qu'il n'a pas retrouvé Miranda. Il retrouve Mia Winters et lui explique que son mari est mort avant de l'exfiltrer. Quant à Ethan, il a une vision d'Evelyn, qui lui explique qu'il est mort depuis l'incident chez les Bakers. C'est donc en fait grâce à la moisissure du Megami 7 qu'il pouvait se régénérer. Ethan part alors en direction de la cérémonie de Miranda pour sauver sa fille, sauf que le rituel a déjà commencé. Heureusement, Rose n'est pas la clé pour ressusciter Eva, et Chris profite de son inattention pour lui tirer dessus. Juste après, Miranda se transforme et Ethan réussit à la tuer. Mais ce n'est pas encore fini. À cause de la mort de Miranda, Ethan perd toute son énergie. Il confie alors sa fille à Chris et se sacrifie pour faire exploser le Megami 7. Sauf que pendant l'exfiltration des Winters, on apprend que le BSAA a envoyé une arme biologique, ce qui est vraiment bizarre, puisque rappelez-vous, le BSAA a été fondé par Jill Valentine, Clive O'Brien et Chris lui-même. Alors pour savoir ce qui se passe, Chris décide d'aller enquêter dans leur QG européen. 16 ans plus tard, en 2036, Rose a bien grandi. Elle est dorénavant sous la protection du BSAA, étant donné qu'elle a des pouvoirs. Pourtant, à cause des moqueries de ses camarades de classe, elle les voit comme une malédiction. Alors Kay, un agent du BSAA, lui propose une solution pour qu'elle puisse s'en débarrasser. Mais pour ça, Rose doit rentrer dans la conscience du fragment du Megami 7 pour fouiller dans les souvenirs de Miranda. Quand elle réussit, elle se retrouve dans les sous-sols du château d'Alcina Dimitrescu où des monstres la pourchassent. Heureusement, elle reçoit des indications d'une aide magique qui lui indique le chemin pour remonter à la surface. C'est à ce moment qu'elle fait la connaissance de Michael, la conscience
l'influence magique d'Ethan qui l'aidera tout au long de son exploration. D'autant plus qu'il y a une version maléfique du duc qui cherche à la nuire. Après avoir retrouvé les bocaux magiques, Rose part du château et se cache dans la maison de Donna Beneviento. Et à l'intérieur, elle doit faire face à ces putains de poupées. Mais aussi à ses traumatismes. Ethan en profite pour lui générer sa maison où il écrit une lettre pour lui dire qu'il aime. Mais le repos est de courte durée. Evelyn apparaît et affronte Rose psychologiquement. Lorsque Ethan la sauve pour qu'elle puisse trouver le cristal et y déposer ses pouvoirs. Mais quand Rose le trouve, Miranda apparaît. On comprend alors que ça faisait partie de son plan puisque Kay n'était qu'une illusion. Miranda a voulu l'attirer pour lui voler son corps afin de ressusciter sa fille. Heureusement, Ethan est là pour retenir Miranda pour que sa fille puisse partir. Rose décide alors de détruire le cristal pour retrouver ses pouvoirs afin de tuer Miranda. Lorsqu'elle réussit à la tuer, Rose fait ses adieux à son père dans la dimension parallèle, mais aussi dans le monde réel en y déposant des fleurs. La tragédie est terminée puisque la menace autour du Megami 7 et de Miranda a été vaincue, et pourtant un prochain Resident Evil sortira. Et que savons-nous sur le jeu? Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve tout de suite. Capcom a annoncé le 9e opus de Resident Evil lors du Summer Game Fest 2025. Le lancement du jeu est prévu le 27 février 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC. Le jeu marque le retour à Raccoon City 30 ans après sa destruction, où des lieux familiers comme le commissariat sont en ruine. On y incarnera Grace Ashcroft, une analyste du FBI qui interviendra au Wynwood Hotel, là où sa propre mère Alyssa Ashcroft est morte il y a 8 ans. Avec les différents trailers, on apprend qu'une mort mystérieuse a lieu dans l'hôtel abandonné et qu'un policier a disparu sur les lieux. Quand ce nouveau Resident Evil a été annoncé, Internet s'est littéralement cassé. Tout le monde parlait du retour de Léon. Mais le producteur Masato Kumazawa a pris la parole pour confirmer que c'était faux. Selon lui, il s'agissait d'une modification y a parti beaucoup trop loin et pourtant le GOAT est bien de retour. Mais ça, j'en parlais déjà dans mon short avant que ce soit officiel. Pour moi, il était évident que Capcom mentait. Pourquoi démentir sur une rumeur aussi vite? Et concrètement, qu'est-ce qu'on sait sur le gameplay? On sait que Capcom veut moderniser la façon de jouer. Le changement de perspective est disponible à tout moment, ce qui offre aux joueurs la possibilité de switcher entre la première et la troisième personne. Ce qui est d'ailleurs une grande nouveauté dans les Resident Evil. En ce qui concerne le ray tracing, l'éclairage est considéré par la critique comme la plus époustouflante de la saga. Sachant que son prédécesseur était très beau, je n'ose même pas imaginer ce que Resident Evil 9 nous réserve. Concrètement, ça présage que du bon. Les décors et la colorimétrie sont très variés, de quoi immerger au maximum les joueurs. On passe aussi bien d'une salle éclairée à un couloir sombre et étroit. D'un point de vue combat, Resident Evil 9 n'a rien à envier à ses précurseurs. Les choix sont très variés. Combat à la tronçonneuse, corps à corps, combat à la hache et l'usage d'armes à feu. En ce qui concerne les trailers, ils sont également remplis d'informations. Lorsque Léon arrive en voiture, il est écrit sur sa plaque d'immatriculation ND 9642, un raccourci pour Never Die, soit ne meurt jamais, et sa présence dans les différents Resident Evil 9, 6, 4 et 2. Léon a quasiment une cinquantaine d'années et a l'air marqué par la vie. On est loin du gentil Léon héroïque de l'époque. Peut-être donc qu'il mourra dans cet opus parce qu'on le voit beaucoup trop à mon goût. Sur l'affiche promotionnelle, Léon est à l'arrière-plan, qui est un code souvent utilisé dans les œuvres cinématographiques quand quelqu'un meurt, comme par exemple Ethan dans Resident Evil Village, Iron Man dans Endgame ou encore Johnny dans The Last of Us saison 2. Mais ce n'est pas tout. Quand on regarde la police du titre, il est écrit Requiem, mais lorsqu'on inverse l'image, c'est écrit Léon. Autre détail, le design de Léon est différent et beaucoup plus sombre. On remarque qu'il porte un gant et sur un autre plan, on voit un diagnostic d'une main endommagée et qui expliquerait pourquoi il porte un manteau et pourquoi il a une trace sur le cou. D'autant plus qu'on sait que le monstre qui traque Grace est aussi sensible à la lumière. Capcom nous a aussi confirmé que Grace devrait faire des choix douloureux et que le passé serait au cœur de l'histoire. Donc il se pourrait que le monstre soit en réalité sa mère. Dans la vidéo promotionnelle de précommande, l'histoire relate les événements du passé. Oswald Spencer est mis en avant, ce qui signerait peut-être son retour en tant qu'antagoniste, parce que rappelez-vous, Spencer est l'un des membres fondateurs d'Umbrella. Resident Evil 9 sera cross-platform et une version de luxe sera proposée. Elle comprend 5 nouveaux costumes, dont celui de Lady Dimitrescu, mais aussi 4 nouvelles armes, 2 nouveaux filtres de jeu, 2 charmes et des documents, ainsi qu'un pack audio. Il y aura bien évidemment un bonus de précommande, mais Capcom ne s'arrête pas là. Les joueurs Switch auront le droit à une exclusivité avec une manette, ainsi qu'un amiibo inédit, en plus d'un bonus sur Fortnite pour les joueurs qui précommandent le jeu sur Epic Games. Resident Evil n'est pas juste une question de virus, de zombies ou encore de monstres. C'est une seule et même malédiction qui a traversé les époques et les continents. Tout a commencé par une femme en deuil et un homme obsédé par l'évolution, pour au final avoir des répercussions lorsque tout semblait être fini. 35 ans que l'histoire dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre l'histoire et l'ampleur de la saga, n'oublie pas de t'abonner. D'une part parce que ça serait dommage de louper mes prochaines vidéos et aussi parce que ça m'aide au quotidien. Parce que pour vous, c'est peut-être quelques heures, mais pour moi, c'est des mois de travail et de recherche. Et au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais que je live sur Resident Evil Requiem. C'était Kevin et l'équipe, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.